C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Burundi pointé du doigt par Amnesty International 4 ans après l'arrivée au pouvoir du président Evariste Ndayishimiye. La répression contre la société civile et les journalistes est très dure. Nous en avons parlé tout à l'heure avec Rachel Nicholson, chercheuse sur le Burundi au sein de l'ONG. Extrait de l'interview. L'arrestation de 5 policiers au Kenya. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé un présumé tueur en série à s'évader. L'homme de 33 ans est soupçonné d'avoir tué 42 femmes dont les corps démembrés ont été retrouvés dans une décharge. Et à la fin de ce journal, nous irons au Sénégal où de jeunes agriculteurs ont recours aux réseaux sociaux pour promouvoir leur métier, développer leur secteur et booster leurs ventes. Vous verrez que cela fonctionne très bien. Les détails à suivre. Au Burundi, la libération de la journaliste Floriane Iranguebié n'a pas redoré le blason du régime depuis l'arrivée du président Evariste Ndayishimiye il y a 4 ans. La répression contre des membres de la société civile et des journalistes n'a pas baissé d'intensité. C'est ce que rapporte l'ONG Amnesty International qui parle d'une implacable répression, d'arrestations et de procès iniques contre les voix critiques au Burundi. Rachel Nicholson, chercheuse et spécialiste du Burundi Amnesty International, était notre invitée tout à l'heure. Elle revient pour nous sur ce rapport. Écoutez. Dans la majorité des cas que nous avons documentés dans ce rapport, on a amené des accusations sur base de la sûreté de l'État contre les journalistes et les défenseurs des droits humains. Ce qui est assez étonnant si on regarde le contraste entre ces accusations très fortes et les faits dont ils sont accusés. Vous avez parlé du cas de Floriane Iranguebié qui heureusement est libérée de la prison depuis vendredi, mais elle a été condamnée à 10 ans de prison sur base des critiques, des vives critiques qu'elle a prononcées dans une émission radio, et elle a été condamnée pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Donc, comme j'ai dit, le contraste est assez frappant. Ou si même des cas des défenseurs des droits humains, 5 qui ont été arrêtés l'année dernière, ces accusations, entre autres, de rébellion. Et pour eux, les accusations ont été basées sur le fait qu'ils ont reçu de l'argent de la part d'une ONG étrangère. Alors concrètement, quelle est la situation de la liberté d'expression au Burundi depuis l'arrivée au pouvoir du président Ndayishimiye? À l'arrivée du pouvoir du président Ndayishimiye, on avait d'espoir. Peut-être c'était un espoir fragile, mais vu ses discours, ses déclarations en faveur de la liberté d'expression, le fait que pendant la première année de son présidence, 4 journalistes et 2 défenseurs des droits humains, dont Germain Rukuki qui a été condamné à 32 ans de prison, que ces 6 personnes ont tous été libérées pendant sa première année de présidence. On avait l'espoir que quelque chose va changer. Mais malheureusement, ce que nous avons vu, c'est que les tendances ont continué de même façon. On a vu les mêmes accusations, les mêmes arrestations, la même ingérence dans les activités des ONG. Donc, c'est vraiment des va et des viens de la prison. Il y a les uns qui sortent et les autres qui rentrent dans la prison. Donc, on a espéré plus de changements et on espère à l'avance des élections de l'année prochaine qu'il y aurait des réformes concrètes pour améliorer la situation. Alors justement, nous sommes à 1 an des législatives et des élections locales qui doivent se tenir en 2025. Craignez-vous que dans ce contexte électoral, la situation se détériore justement? Bon, évidemment, c'est difficile à juger ce qui va se passer, mais il y a des raisons de concern. Dans le passé, les moments des élections ont été les moments de répression aiguë. Au Burundi, en 2010, en 2015 en particulier, on a vu des violences très remarquées. Et cette fois-ci, il y a déjà d'ingérence importante dans les activités de l'opposition politique et également le bilan que nous avons présenté de la situation de l'espace civique qui nous donne des causes d'inquiétude.
Et c'est pour cette raison que nous demandons à la communauté internationale de maintenir l'attention sur le Burundi à l'approche des élections, surtout avec le Conseil des droits humains qui, le mois prochain, va décider s'ils vont maintenir le mandat sur le rapporteur spécial sur le Burundi. Et évidemment, nous croyons qu'il devrait garder ce mandat très important en ce moment particulier. Cette décision de justice en Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné Kando Soumaoro, cadre de l'ancien parti de Guillaume Soro, à 24 mois de prison ferme pour maintien illégal d'un parti politique. Le parti d'opposition avait été dissous en 2021. La semaine dernière, un membre du même parti avait été condamné pour d'autres motifs, des condamnations qui interviennent à 1 an de la présidentielle. On a des nouvelles de l'influenceur camerounais Ramon Kota. Il avait disparu des radars depuis son interpellation mi-juillet. De nombreuses ONG internationales avaient fait part de leur inquiétude sur une possible disparition forcée. Finalement, il est détenu par le service central des recherches judiciaires, selon le collectif d'avocats qui le représente. L'influenceur connu sur les réseaux sociaux pour des critiques des autorités camerounaises était apparu en état d'arrestation dans une vidéo largement relayée en ligne. Il était menotté et entouré de membres de la police camerounaise. En Tunisie, l'ancien député Saifi Saïd a été arrêté ce mardi. L'opposant au président Kais Saied, qui avait annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre avant d'y renoncer, a été interpellé pour avoir franchi illégalement la frontière vers l'Algérie, selon des sources judiciaires. Saifi Saïd a été condamné en juin dernier à 4 mois de détention pour avoir falsifié des parrainages pour déposer sa candidature à la présidentielle de 2014. On vous parle à présent de l'évasion du présumé tueur en série au Kenya. Ce mercredi, les autorités kenyanes ont mis aux arrêts 5 policiers soupçonnés de complicité. Ils ont comparu devant un tribunal à Nairobi. Collins Jumaisi est soupçonné du meurtre de 42 femmes dont les corps avaient été découverts démembrés dans une décharge. Écoutez. Nous n'avons pas eu justice pour les crimes commis. Et maintenant, on nous dit que le suspect s'est échappé alors qu'il était surveillé. Nous, les résidents de Mukuru, nous sommes très en colère. Le gouvernement doit tout faire pour le retrouver, pour que nous puissions au moins être rassurés et savoir que la police fait quelque chose. Nous sommes très inquiets parce que ce sont les vacances scolaires et nos filles sont à la maison. Parfois, nous les envoyons faire des courses le soir. Donc c'est très inquiétant. La décharge n'a même pas été déblayée. Nous sommes dévastés. Au Rwanda, malgré un fort développement économique ces dernières années, environ 20% des jeunes sont encore sans emploi. Le gouvernement espère y remédier en faisant de Kigali un hub pour les technologies de pointe en Afrique. Reportage de notre correspondant Clément Direma. Opérer les hernies, mais sans scalpel. Au Rwanda, ces chirurgiens africains se forment à la médecine de demain. Ils insèrent une caméra et des instruments en dernier cri sous la peau d'animaux. La caméra est vraiment l'œil du chirurgien. On voit bien mieux les images grâce à cet équipement. On a beaucoup plus de précision. La méthode s'appelle la chirurgie mini-invasive. Cet institut d'origine française a ouvert il y a moins d'1 an, forte de la demande de Kigali de s'imposer sur le continent comme une terre d'accueil des technologies de pointe, en attirant d'autres structures similaires. La plupart de nos collègues au Rwanda ont accès à cette technologie, mais aussi nos confrères d'autres pays africains. Ils viennent au Rwanda pour apprendre et être formés. Près de 1000 médecins par an seront formés ici. Un rayonnement bienvenu pour Paul Kagame. Le président promet plus d'emplois pour les jeunes. Environ 20% d'entre eux sont au chômage. Au centre-ville de Kigali, le projet phare de ce plan, un incubateur de jeunes pousses mis en avant par les autorités. Mais aussi par les recruteurs étrangers conscients des opportunités nouvelles du Rwanda.
Janssen, entrepreneur américain, a ouvert une start-up de ressources humaines. Il veut contribuer à la création d'emplois. Le Rwanda est le deuxième endroit sur le continent où on peut faire des affaires facilement. Cela ne prend que quelques heures pour monter une entreprise et il est très facile de trouver du personnel qualifié. Des employés plus faciles à trouver qu'ailleurs à cause du manque de postes. Les autorités espèrent y remédier en faisant du Rwanda la Start-up Nation africaine. Pour finir, on part au Sénégal où des agriculteurs ont décidé d'avoir recours aux réseaux sociaux pour booster leurs ventes et se faire connaître. Une nouvelle vague d'entrepreneurs agricoles adopte les plateformes en ligne pour se faire un nom dans un secteur économique clé. Clarisse Fortuné. C'est le moyen qu'a trouvé ce jeune agriculteur pour stimuler la vente de ses mangues. Mam Abdou Diop tourne une vidéo TikTok en espérant qu'elle fera un carton auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il fait partie d'une nouvelle vague d'entrepreneurs agricoles en Afrique de l'Ouest qui utilisent les plateformes en ligne pour vendre, mais aussi partager leurs connaissances et tracer leur sillon dans un secteur économique clé. Grâce à les vidéos que j'ai faites, j'ai eu double ou triple clientèle qui sont venus de plus, s'ajouter à ma clientèle fixe. Donc pour moi, c'est quelque chose de plus, les réseaux sociaux. Donc c'est un très bon marketing parce qu'au début, moi j'avais contacté un groupe qui faisait du marketing, mais bon, ça n'a aucun impact. Le nouveau gouvernement a fait de la souveraineté alimentaire l'une de ses priorités, dans le but notamment de créer davantage d'emplois pour les jeunes confrontés au chômage. Le Sénégal importe encore près de 70% de sa nourriture. Pour la jeune population sénégalaise, de plus en plus urbaine et technophile, les plateformes numériques offrent de nouvelles opportunités. Nougaïsen, qui se décrit comme une agri-influenceuse, gère des champs pour une douzaine de clients. Sur Instagram, où elle compte désormais plus de 3000 abonnés, elle partage des vidéos dans lesquelles elle donne des conseils sur la façon de cultiver, d'installer des systèmes d'irrigation ou gérer l'agencement des champs. En général, les clients que j'accompagne, je les trouve au niveau des réseaux sociaux. Ils me contactent directement sur Instagram. Donc je leur donne mon numéro. Après, je fais des visites au niveau de leur champ. Et maintenant, je les accompagne sur la production. Cette tendance n'en est qu'à ses débuts, mais devrait avoir un bel avenir. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au sein de la jeunesse africaine a doublé en 10 ans. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à Aurélie Couman, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.